7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. La question du jour, pourquoi le cimentier Lafarge est-il mis en examen pour complicité de crimes contre l'humanité en Syrie? Cette décision a été confirmée mercredi par la Cour d'appel de Paris. Bonjour Mathieu Delahousse. Bonjour. Vous êtes grand reporter à l'Obs et on vous doit notamment le prix de nos larmes aux éditions de l'Observatoire. Qu'est-il reproché au cimentier Lafarge? Alors, ce qui s'est déroulé mercredi, c'est le point d'orgue d'une grande saga judiciaire qui montre que cette affaire sera extrêmement importante sur le plan judiciaire encore dans les années qui viennent. Lafarge était installé depuis 2010 dans le nord de la Syrie, à Jalabia, dans une usine quand la guerre a éclaté. Et il est tout simplement, si l'on peut dire, reproché au cimentier, à sa filiale syrienne, d'avoir, pour poursuivre son activité malgré la guerre, d'avoir financé des groupes terroristes, les émergences de Daesh à l'époque, par le biais de pétrole, de ciment, mais aussi de notes de frais pour une somme qui est évaluée, selon un rapport interne, à 13 millions de dollars, et selon des dirigeants, à une somme beaucoup plus réduite, 500 000 $. D'où 3 mises en examen, si je sais compter: financement de groupes terroristes, mise en danger de la vie d'autrui. Et alors le troisième chef d'inculpation est celui qui suscite le plus de questions, c'est complicité de crimes contre l'humanité. Voilà, c'est une mise en examen, en réalité, pour effectivement complicité de crimes contre l'humanité. Et c'est là-dessus que le débat prend une force extrême aujourd'hui, à la fois pour la justice, mais pour l'histoire. La complicité de crimes contre l'humanité, avait dit en septembre dernier la Chambre criminelle de la Cour de cassation, ne se définit pas de façon très lointaine en disant nous ne faisions pas partie de ce groupe, nous n'avions pas vu tout ce qu'il se passait. La Cour de cassation, et c'est un avertissement absolument considérable pour toutes les entreprises qui travaillent à l'international, dit qu'il suffit d'avoir eu une connaissance, sans faire partie du groupe, que les groupes djihadistes commettaient des exactions, commettaient des crimes contre l'humanité, et c'était effectivement déjà connu dans ces années 2013, 2014, 2015 qui sont charnières sur la guerre. Donc effectivement, cette notion, elle est posée par la justice française de façon absolument fondamentale contre l'entreprise, la personne morale, et contre ses dirigeants qui sont une petite dizaine à être mis en examen. Cette situation de mise en examen, elle est inédite, Mathieu Delahousse? Elle est inédite au niveau d'un groupe pareil. La complicité de crimes contre l'humanité, si vous voulez, elle était associée dans l'histoire de la justice française à des pages beaucoup plus sombres. On se souvient du procès de Maurice Papon, Bordeaux, dans les années 90, l'ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, où à l'époque, il y avait déjà cette notion. Maurice Papon ne faisait pas partie de l'organisation nazie. Il était mis en avant que la connaissance sans l'appartenance à cette organisation suffisait. Ce raisonnement juridique est repris. Personne n'accuse Lafarge aujourd'hui d'avoir fait partie de l'État islamique. Tout le monde considère en revanche que la poursuite de cette activité pose problème au niveau de la connaissance des choses. Alors ce dossier judiciaire, il est ouvert depuis 5 ans. C'est un dossier quand même très technique avec beaucoup de sous-dossiers d'interrogation. Il y a beaucoup de zones d'ombre, Mathieu Delahousse. Il y a en réalité beaucoup de sous-dossiers parce que c'est un dossier qui est mené à la fois, vous savez, par des juges antiterroristes, à la fois par des juges financiers et qui a été mené à la fois par les douanes et aussi par d'autres services d'enquête parce que beaucoup d'éléments se recoupent. Alors il y a l'élément financier, combien d'argent a été réellement versé au groupe djihadiste. Il y a la question du qui savait quoi, évidemment, au niveau de la diplomatie française puisque des confrontations ont eu lieu avec des responsables du Quai d'Orsay. Et puis il y a un événement qu'on a évoqué à plusieurs reprises dans les colonnes de l'Obs ces dernières semaines, c'est l'hypothèse que les services de renseignement aient pu se servir de l'usine pour apporter des informations à leur pays respectifs. Alors par ordre, Mathieu Delahousse, d'abord, l'une des tentatives de défense du groupe Lafarge consiste à dire: la France savait ce que nous faisions là-bas et finalement le gouvernement nous a incités à rester là-bas avec le prix à payer parce que bien entendu si on reste en Syrie à cette époque-là, eh bien il va de soi qu'on va être obligé de verser des sommes d'argent à Daesh.
C'est le grand paradoxe, est-ce que Lafarge est une entreprise privée? Oui. Est-ce que c'est une entreprise qui porte le drapeau national et se considère un peu, non pas comme une ambassade, hein, mais comme un groupe qui porte les couleurs de la France? Les dirigeants de Lafarge, dans leurs interrogatoires, dans le dossier judiciaire, ont énormément mis en avant cet aspect-là, mettant en avant notamment le fait qu'ils avaient des visites régulières des ambassadeurs de France à l'époque en Syrie, à l'époque il y en avait un, et qu'effectivement ils étaient au courant. Cet aspect-là ne résiste pas nécessairement à l'analyse, mais ça sera l'un des points essentiels du procès. De la défense, en tout cas de Lafarge. Et puis alors, dans l'article que vous avez publié en septembre dernier dans l'Obs, vous expliquez donc que cette usine Lafarge en Syrie, elle aurait pu servir de base, alors là c'est très mystérieux, à des services de renseignement occidentaux désireux d'obtenir des informations sur les groupes djihadistes en Syrie, c'est-à-dire que c'était une plateforme d'échange. Alors c'est un élément qui est documenté. Au départ c'était une rumeur, mais aujourd'hui c'est un élément qui est documenté par le fait notamment que en janvier 2013, à l'époque, la France ne connaît pas encore tous les départs des jeunes djihadistes vers la Syrie. C'est en ce sens que le dossier Lafarge est passionnant parce qu'il rejoint la grande histoire. Effectivement, il y a plusieurs Français qui vont quasiment traverser le désert, pour être un peu caricatural, mais en tout cas passer par la Turquie et ensuite le nord de la Syrie. Et certains d'entre eux vont être repérés et l'information va remonter par les responsables de la sûreté de Lafarge, responsables locaux et ensuite responsables nationaux. Et effectivement, dans le dossier, des responsables du renseignement intérieur français ont été entendus et ont confirmé que des informations étaient remontées par Lafarge. La grande question qui est posée par un témoin surprise qui est arrivé il y a quelques mois dans le dossier, c'est de savoir est-ce que au-delà des services français étaient informés également les Israéliens, les Britanniques et les Américains par le biais de cette usine qui, de fait, et c'est finalement ce qui est reproché à Lafarge, était le seul point cohérent, organisé et économiquement, structurellement bâti d'un élément occidental, alors que le pays était en guerre totale et que la guerre allait être extrêmement violente dans les mois qui allaient suivre. Alors est-ce que ça pourrait dédouaner en partie Lafarge, Mathieu Delahousse? La réponse est non sur un plan juridique. La Cour de cassation est très claire sur le fait que, selon la Cour de cassation et la Chambre criminelle, la complicité du crime contre l'humanité est constituée. En revanche, évidemment, ça apporte des éléments de nuance, des éléments d'explication sur le fait qu'effectivement, il y ait pu avoir ces remontées d'informations, qu'il y ait pu avoir cette tête de pont du renseignement. Et j'allais dire, ça complexifie un tout petit peu le paysage. Mais ça n'enlève en rien le fait que la complicité de crimes contre l'humanité restera à la fois très symbolique et très constituée par rapport aux éléments qu'on aura trouvés. Ce qui est très étonnant, c'est de voir à quel point, encore une fois, cette grande histoire, puisqu'à l'époque, on le sait avec le procès du 13 novembre, aujourd'hui, 2013-2014 sont des années absolument clés sur la constitution du djihad occidental en Syrie, pour ensuite des combattants qui vont remonter. Dans cette période-là, il y a effectivement ce but commercial qui se poursuit en dépit de la guerre. Et puis alors, dernière question, mais elle est extrêmement importante dans le contexte de la guerre en Ukraine. Est-ce que ce procès peut changer des choses pour les entreprises étrangères qui poursuivent leurs activités en zone de guerre? Les parties civiles, qui sont aujourd'hui des associations internationales, les organisations non gouvernementales, mettent en avant énormément ce point sur le fait qu'effectivement, demain, on ne peut plus, quand on est un groupe international, être dans une zone de guerre, poursuivre ses activités en faisant fi de ce qui se passe. C'est-à-dire que le but commercial, qui est reconnu par la justice, ne peut pas considérer que l'absence de connaissance de ce qui se passe au niveau politique, militaire et humanitaire peut être mis de cette façon-là sur le côté. Donc tout le monde considère parmi les juristes internationaux que c'est un grand rappel pour toutes les entreprises pétrolières, de transport aérien, maritime, terrestre, qui sont des groupes internationaux, qui ont des maisons mères dans des pays occidentaux et qui sont dans des zones de conflit. On ne pourra plus, demain, avec ces arrêts de la Cour de cassation, agir pour les entreprises internationales dans les zones de guerre comme on le faisait avant. Merci Mathieu Delahousse. On vous doit le prix de nos larmes aux éditions de l'Observatoire, 7h23.